Bonsoir. Entretien ce soir parlera énormément d'économie. Si vous le voulez, de la relation entre le Cameroun et la Banque mondiale. Nous saisissons l'occasion de la venue au Cameroun d'Aldoul Salam Bello. Il est administrateur du groupe Banque mondiale pour le groupe Afrique 2. Il est depuis le début de cette semaine en visite officielle au Cameroun. Il a évidemment rencontré les différents ministres sectoriels, économie, aménagement du territoire et planification, le ministre des Finances. Il va rencontrer le patronat, le GECAM, également dans le cadre de cette visite. Mais il a accepté de vous rencontrer également, chers amis téléspectateurs, à travers l'entretien qu'on aura ce soir. Il est donc là pour répondre à nos questions. On va essayer d'évaluer la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale, les imperfections s'il y en a, les perspectives et qui sait peut-être les satisfactions également. Bonsoir, monsieur l'administrateur. Bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir ce soir. Et je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous. Nous sommes encore plus heureux que vous, certainement, et également honorés que vous fassiez ce stop. D'abord, administrateur du groupe Afrique 2. Oui. Ce serait peut-être bien de comprendre comment est-ce que la Banque mondiale a essayé de structurer sa présence en Afrique. Oui. Donc, administrateur du groupe 2 et présence en Afrique. Qu'est-ce qu'un administrateur déjà? Donc, le fonctionnement du groupe de la Banque mondiale est régi par une structure de gouvernance qui part justement donc, du conseil d'administration, dans lequel vous avez 25 administrateurs qui représentent les intérêts de 189 pays. Donc, en ce qui me concerne, j'ai l'honneur d'être l'administrateur de ce qu'on appelle le groupe Afrique 2, qui couvre 23 pays d'Afrique subsaharienne, principalement les pays d'Afrique francophone, ainsi que certains qui sont hispanophones, lusophones, donc de l'Afrique de l'Ouest, du centre, de l'océan Indien et de la Corne de l'Afrique. Donc, c'est ça la constitution, si je peux dire, du groupe Afrique 2. En tant qu'administrateur, j'ai deux rôles principaux. Mon premier rôle, c'est d'être le représentant de chacun de ces 23 pays au conseil d'administration. Donc, je joue le rôle, entre guillemets, d'ambassadeur, d'avocat, mais aussi de conseil pour les autorités du pays envers de la banque. Donc, ça permet de plaider pour une amélioration, un renforcement des rapports, de la collaboration, identifier des opportunités pour le pays notamment, mais mettre du liant partout où c'est nécessaire, où on exprime ce besoin. Donc ça, c'est le rôle de représentation. Ensuite, il y a un rôle qu'on appelle un rôle fiduciaire, dans lequel on a aussi une mission, une responsabilité de nous assurer du bon fonctionnement de l'institution. Et dans ce rôle-là, bien entendu, on regarde différentes questions sur le fonctionnement, l'efficacité de l'institution, aussi bien sur les questions qui peuvent avoir trait au budget, donc l'utilisation des ressources, au risque, dans le cas de l'audit par exemple, ou les questions de ressources humaines notamment. Donc, voici le point d'équilibre sur lequel il faut aussi que nous travaillons en tant qu'administrateurs. Ensuite, vous avez posé la question sur l'Afrique. L'Afrique reste un continent qui reste bien entendu prioritaire dans les opérations du groupe de la Banque mondiale, notamment au travers de sa coopération, qu'elle soit par le secteur public, la partie secteur public de la banque, IDA ou IBRD, ou le secteur privé, l'Institut financier international ou la garantie des investissements par le biais de la plateforme de garantie qu'on appelle MIGA. Donc, pour vous dire que la banque a différentes stratégies sur lesquelles elle travaille avec les pays africains pour répondre aussi aux stratégies nationales de développement de ces pays. Donc la banque s'inscrit véritablement dans l'appui à l'agenda de développement de nos pays. Donc les instruments, les stratégies, mais aussi la présence effective des cadres de l'institution dans les pays. Et à partir de là,
Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des relations entre la Banque mondiale et le Cameroun, notamment les domaines d'intervention de votre institution dans ses relations avec notre pays? Dans ce domaine, je dirais que d'abord, il faut apprécier la qualité de la coopération. C'est une coopération qui est vraiment excellente, très forte. Le dialogue entre les autorités du pays et le management, comme on dit trivialement en français, de l'institution est très forte. Nous venons d'approuver un cadre de partenariat pays entre donc, le Cameroun et le groupe de la Banque mondiale. C'est un document, le stratégie, qui va concerner les prochaines années, les 5 prochaines années de la coopération. Mais pour vous montrer un peu la question de la qualité, ce rapport a été approuvé à l'unanimité du conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Nous avons eu des administrateurs qui ont même écrit ce qu'on appelle un statement, donc des positions de soutien en faveur de cette stratégie, donc ce qui dénote la qualité de cet engagement. Naturellement, aujourd'hui, quand on regarde le portefeuille des opérations, de l'engagement du groupe La Banque mondiale avec le Cameroun, nous avons un portefeuille qui s'élève en volume à hauteur de 4,2 milliards de dollars à peu près, avec les 3 démembrements dont je vous ai parlé, donc la partie secteur public, IDA avec IFC. Du coup, on aura beaucoup de discussions, comme vous l'avez très bien mentionné, demain avec le secteur privé, ce qui nous donnera l'occasion nous-mêmes de nous asseoir avec le secteur privé, voir les problématiques, où est-ce qu'il se trouvent certains goulots d'étranglement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire plus, mieux, différemment, pour continuer à, comme on dit, faire croître le potentiel d'investissement, que ce soit national ou international, du secteur privé dans le pays. Et enfin, bien sûr, la MIGA qui apporte des garanties. Ensuite, quand on regarde les opérations, ce que je vois déjà, un projet que je trouve vraiment emblématique de cette coopération, je vous donne ma perspective, c'est quand on regarde le secteur de l'énergie, c'est le projet vraiment Nachtigal, que j'ai eu l'occasion, le grand plaisir de visiter hier pendant toute la matinée. Un grand ouvrage, 420 MW de capacité potentielle, qui est déjà à 95% de taux d'achèvement. Donc on espère, en fonction des prévisions, en tout cas que l'on a vues lors des discussions que nous avons eues, atteindre une complétion autour de la fin de l'année, éventuellement au début d'année prochaine. Mais bon, les targets, les objectifs, c'est que le projet soit complètement opérationnel d'ici décembre. Et ça, par exemple, ce type de projet contribue, comme vous le savez, à fournir de l'énergie, répondre aux besoins en énergie, 30% de la consommation du pays, ce qui est important, mais aussi permettre aussi à transformer, je dirais, la chaîne d'approvisionnement, le mix énergétique, en sortant de la question de fourniture par les énergies carbonées, fossiles, etc., qui coûtent extrêmement cher, vers des solutions décarbonées et donc répondre aussi à l'agenda climatique. Donc ça, par exemple, pour moi, lorsqu'on regarde cela, c'est un projet qui est extrêmement important. Mais au-delà même de l'ouvrage et de ses résultats, c'est aussi le coût de sortie du kilowattheure qui va être extrêmement compétitif. Donc on sera même certainement dans un rapport de 1 à 5 en termes de coût de sortie versus les fournitures par le diesel ou par les fuels lourds, comme on dit. Ensuite, quand on regarde ce type de projet, on pense qu'il a tout un potentiel de replicabilité et de mise à l'échelle. Ensuite, l'interconnexion entre Nachtigal et Douala, mais aussi les infrastructures de transmission entre le Cameroun et le Tchad, sont aussi autant d'initiatives qui permettent, dans le cadre d'une bonne gestion du secteur, apporter une stabilité économique et financière justement dans ce secteur en diversifiant aussi les sources de rentrée de financement ou d'argent, pour parler trivialement. Donc de mon point de vue, ça c'est un projet que je trouve vraiment important, emblématique pour le pays, mais aussi même pour la région. Et moi je suis convaincu, en regardant
tout le potentiel qu'il y a autour de l'Achtigal, mais aussi au Cameroun, vraiment l'opportunité que le Cameroun se positionne comme un hub régional énergétique. Au-delà même de la satisfaction, naturellement, il faut satisfaire les besoins d'électricité de la population. C'est ça, absolument, naturellement, le but initial, mais aussi positionner pour renforcer aussi l'intégration régionale par le travers de la fourniture de l'énergie et donc N'empêche qu'en termes de délai de livraison, il y a eu quelques soucis, oui, on le sait bien, mais aussi vous avez parlé de l'interconnexion, donc sur le volet distribution également, il y a eu un retard important qui a été relevé dans ce projet-là. Est-ce que ça n'a pas un impact négatif, ces retards, d'autant plus qu'on sait que ce projet important devait grandement soutenir l'économie et certainement contribuer au développement? Oui. Non, vous savez, il y a la conception et la réalité. Absolument. Dans tout projet, on passe dans ces deux situations. L'état de conception, la programmation et la mise en œuvre. Et donc, naturellement, surtout dans des projets de cette amplitude, de cette complexité, il faut voir déjà l'architecture financière qui a été mise en place, la complexité dans l'aménagement, les constructions, mais aussi les déplacements de personnes, les aménagements connexes qu'il faut amener. Naturellement, cela peut générer un certain nombre de retards, des questions imprévues. N'oubliez pas aussi qu'entre-temps, il y a aussi eu des interruptions qu'on peut considérer comme des forces majeures. La situation de la Covid, par exemple, n'a pas été un élément qui a facilité aussi la mise en œuvre de ce projet. Mais, bien entendu, et je comprends aussi la question que vous posez sur les questions d'interconnexion, de transmission. Oui, parfois, effectivement, il y a la planification et le suivi, la mise en œuvre de certaines composantes qui peuvent aussi ne pas, comme on dit en anglais, matcher ou s'articuler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet, une fois en œuvre, apporte 420 mégawatts en termes de capacité. Absolument. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder la perspective. Qu'est-ce que apporte ce projet et comment est-ce que, surtout, le pays va en bénéficier et comment, surtout, le secteur va en bénéficier. Parce que, au regard de ce schéma, de ce montage, lorsque nous avons discuté même avec les équipes en Achtigal, ce qui est ressorti, moi-même j'ai posé la question, quid des questions d'emploi, la question du transfert des compétences, notamment à l'échelle nationale. Et cela aussi, c'est un projet qui a vocation aussi à faire ces transferts de connaissances, de capacités vers les nationaux du pays. Lorsqu'on a visité le centre de contrôle, j'ai pu discuter d'ailleurs avec deux jeunes ingénieurs, une Camerounaise, un Camerounais, très brillants, qui viennent des écoles polytechniques ici au Cameroun, qui ont suivi des formations avec l'EDF notamment pour justement être en situation de gérer cette plateforme dans les prochains mois ou les prochaines années en fonction de ce qui est prévu et de ce qui est programmé. Justement, partant de cet exemple, oui, quelles sont les difficultés précises que la Banque mondiale rencontre dans son partenariat avec le Cameroun et qui c'est peut-être derrière? Comment est-ce qu'avec le gouvernement, votre partenaire, vous essayez d'y apporter des réponses? Bon, les difficultés, je dirais que ce sont des difficultés. Je n'appellerai pas ça nécessairement des difficultés liées intrinsèquement au Cameroun, mais effectivement, il y a toujours des enjeux qui sont des enjeux auxquels on fait face. En tout cas, moi, j'observe ça en tant qu'administrateur pour les 23 pays, souvent dans l'accélération dans la mise en œuvre. Donc, à ce niveau-là, effectivement, nous faisons plus d'ambition, preuve d'ambition, afin que les programmes et les projets soient mis en œuvre rapidement. Bon, il y a toujours des questions soit d'organisation, de planification, parfois de nature de dialogue des deux parties. Parce qu'en tant qu'administrateur, lorsqu'on me dit effectivement, il y a un problème
dans un pays sur une mise en œuvre ou sur une capacité d'absorption, c'est un peu le jargon qu'on utilise. Il faut aussi, pour danser le tango, il faut être deux. Absolument. Donc il faut voir aussi où se trouvent les problématiques qui peuvent être soit organisationnelles, de capacité, qui peuvent être soit conjoncturelles, on a parlé de Covid, ou structurelles, qui peuvent justement être adressées. Et souvent, c'est des questions soit au niveau des capacités, soit au niveau du dialogue entre les deux parties. Et ce sont des sujets qui sont des sujets assez, je ne dirais pas difficiles, mais qui sont des sujets importants, effectivement, sur lesquels nous avons eu aussi des échanges avec le gouvernement. Et il s'agit maintenant de voir comment mettre en place un certain nombre de plateformes entre la Banque mondiale sur certains projets, sur certains programmes, et la partie gouvernementale, soit à l'échelon opérationnel, technique, soit à l'échelle plus stratégique, afin d'identifier ces goulots d'étranglement et puis d'aller vite. Mais ces types de problématiques, je dois vous le dire, ce ne sont pas des problématiques qui sont intrinsèques au pays, mais ce sont des questions que l'on observe dans beaucoup de nos pays et qui font partie, je dirais, naturellement de l'agenda de développement. Absolument. Parce que nous ne sommes pas dans un monde parfait et par conséquent, les systèmes, les institutions, les mécanismes sont aussi perfectibles. Donc il s'agit aussi pour nous de faire ce plaidoyer vers la banque aussi afin d'identifier les opportunités sur les questions de bonnes pratiques, d'amélioration des cycles de projets, de la gouvernance des projets, entre autres, afin justement de tirer le meilleur profit. Plus on est efficace dans la mise en œuvre des projets, plus on est en mesure de mobiliser des financements additionnels pour aller vite. Dans cette collaboration, quel est le mécanisme qui vous permet d'apprécier que les priorités du gouvernement correspondent aux objectifs de la Banque mondiale? Oui, c'est une question importante. Il faut voir ça sous différents angles. D'accord. Il ne s'agit pas de faire une approche philosophique, mais à la base, le but des banques de développement, comme je l'ai dit au début de notre entretien, c'est véritablement de soutenir l'agenda de développement des pays. Donc c'est aux institutions de s'adapter au travers de leur stratégie, de leurs mesures, indicateurs de performance, aux besoins, aux objectifs de développement de nos pays. La SND 2030 ou la vision 2035. Je vais mettre en d'autres termes, vous avez les moyens, oui. Et le gouvernement vient vous dire, voilà nos projets. Exactement. Et vous vous assurez que les conditions sont réunies pour la mise en œuvre. Oui, donc la manière dont les choses d'abord, en tant que représentant, pourquoi je suis un représentant du Cameroun au conseil d'administration, c'est parce que le Cameroun est un actionnaire de la banque. Donc le Cameroun est propriétaire de l'institution. Donc c'est dans ce sens aussi qu'il faut apprécier ce dialogue. Pour répondre complètement à votre question, lorsqu'il y a ces partenariats de pays qui se font, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde d'abord les stratégies de développement du pays. Donc il y a déjà cette dimension-là. On regarde la valeur ajoutée, l'efficacité de l'institution dans un deuxième temps. On ne sait pas hiérarchiser, mais on regarde ces éléments-là. Et troisièmement, ce que l'on regarde, c'est l'efficacité naturellement de l'institution. Donc il y a ces trois dimensions-là. Et c'est de ces trois dimensions-là que découle le dialogue entre l'institution et le pays pour identifier les prochaines orientations. Comme on lit encore une fois, quel est le succès d'une institution, d'une banque de développement dans un pays? C'est de répondre aux besoins de développement de ce pays. C'est une tautologie. Absolument. Répondre aux besoins d'un pays en matière d'électricité doit faire partie de l'agenda de développement de l'institution. Et ça l'est. Mais il faut que les pays expriment effectivement, je dirais, la nature de leurs besoins. Et c'est ça qui détermine ce cadre de coopération. Exactement. Donc comment est-ce qu'on mesure ça? Écoutez, il y a des missions régulières qui arrivent sur le suivi, l'évaluation
des programmes, des projets. Il y a des indicateurs justement donc, sur la performance, la mise en œuvre de ces programmes. Il y a un dialogue régulier à l'intérieur du pays entre les services techniques gouvernementaux d'une part et les équipes techniques de la banque, d'où l'importance d'avoir des missions résidentes dans le pays. Ensuite, comme vous le savez, 2 fois à l'an, nous avons les assemblées de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, en avril, en octobre, qui donnent l'occasion aussi au pays de continuer ces échanges à un niveau plus stratégique avec les vice-présidents, le cas échéant avec les directeurs généraux ou, dans certaines situations, avec le président de la Banque mondiale. Alors, dans le contexte actuel, les facteurs climatiques, oui. Mais aussi la crise économique qui secoue bon nombre de nos pays sont des éléments qui désormais conditionnent la décision des institutions financières internationales. Alors, comment encouragez-vous l'investissement privé face à ces défis-là? Vous allez rencontrer le patronat, vous l'avez dit. Est-ce que ce ne sont pas des éléments de contrainte supplémentaires pour des personnes qui n'ont pas forcément les coudées franches étatiques? Oui. Donc là, vous parlez de la partie secteur privé, stricto sensu. En relation avec les contraintes climatiques, oui. Et voilà, et la crise économique. D'accord. Donc, en fait, vous avez très bien mentionné les contraintes qui existent, climat, autres externalités. Naturellement, il y a un agenda climatique sur lequel l'ensemble de nos pays, désormais, sont des parties prenantes. Sont signataires de l'accord de Paris, des COP, notamment de la COP 28. Donc, et désormais, cet agenda climatique entre dans les stratégies des pays. On ne peut pas non plus occulter que le changement climatique a un effet sur nos pays, un impact négatif. On l'observe aujourd'hui quand vous regardez dans certains pays de fortes inondations qui affectent les populations avec de nombreux morts. Donc, ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose de philosophique ou de théorie. Ensuite, les banques de développement, la Banque mondiale aussi, a des cadres d'analyse de l'agenda climatique, d'évaluation. Il y a des rapports qu'on appelle CCDR en anglais, donc Country Climate Development Report, je le dis en anglais pour pouvoir le redire en français, donc les rapports nationaux sur le climat et le développement, qui font des analyses, l'évaluation des effets climatiques sur un pays ou, le cas échéant, sur un groupe de pays. Et ces rapports sont importants parce qu'ils apportent la partie analytique sur un pays en particulier. Donc c'est un travail de fond qui est fait. Et l'usage qui devrait être fait plus de ces instruments, c'est comment traduire ces analyses, ces recommandations en programmes et projets, que ce soit sur la partie du secteur public ou en opportunité aussi d'investissement pour la partie secteur privé. Je comprends naturellement tout le sens de votre question. Est-ce que cet agenda aussi vient comme un corset de plus, une contrainte, vous avez dit conditionnalité, je ne veux pas utiliser ce terme, mais une contrainte de plus pour les pays d'une part ou pour le secteur privé. Je pense qu'il faut voir ça effectivement au contraire comme une opportunité. On parlait de la question de l'énergie, je disais le programme Nachtigal. Est-ce que le Cameroun a financé Nachtigal parce qu'il fallait cocher une case en disant oui, nous sommes alignés sur l'agenda climatique? Je ne pense pas. Nachtigal a été fait parce qu'on a regardé comment est-ce qu'on pouvait apporter de l'énergie abordable et durable dans le pays et à quelle amplitude. Ensuite, bien entendu, on n'occupe pas l'agenda climatique, c'est pour ça que je dis Nachtigal apporte aussi une énergie qui est décarbonée. Donc ça, ce sont des opportunités très fortes sur lesquelles on peut aussi mobiliser le secteur privé. Par exemple, pour prendre le cas de Nachtigal encore, peut-être je vais insister sur Nachtigal parce que bon, je suis inconvaincu désormais sur le sujet. Mais nous voyons bien votre opposition alignée sur celle du gouvernement. Du coup, vous voyez que je vais quand même être un bon représentant du Cameroun au conseil d'administration. Mais au-delà même de cela, du clin d'œil sur le sujet, c'est que par exemple Nachtigal aussi aura vocation, avec ce type d'initiative, à mobiliser ou à attirer aussi des producteurs d'énergie indépendants. Et donc les producteurs d'énergie indépendants seront autant qui pourront aussi contribuer
au secteur de l'énergie, c'est le secteur privé qui vient dans ces domaines. Et quand je parle du secteur privé IFC, par exemple, sur l'agenda climatique, un programme qui s'appelle Scaling Solar, qui est un programme important qui aide les pays dans des modèles très innovants à attirer de l'investissement privé dans le domaine solaire, donc du coup dans le domaine des renouvelables, et qui montre en fait que les coûts de sortie sont extrêmement compétitifs. Donc il y a aussi beaucoup de convergence et beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il faut saisir cette opportunité parce que ça permet aussi d'apporter, je dirais, de l'innovation pour le secteur privé. Et qui dit innovation, dit opportunité pour mobiliser des ressources. Naturellement, il y a des questions toujours des risques. C'est pour ça qu'on souhaite que aussi bien IFC que MIGA travaillent aussi avec nos secteurs privés pour atténuer ce qu'on appelle souvent la perception du risque sur les opérations des secteurs privés de nos pays, mais aussi apporter les instruments nécessaires pour mobiliser les financements. Alors l'autre impression qui se dégage et qui paraît comme une inquiétude des populations locales notamment, c'est que plus les pays africains, le Cameroun, s'endettent, moins les problèmes sont résolus. Alors quand vous avez fini de signer vos partenariats, que vous avez mis les moyens à disposition, comment est-ce que vous vous assurez que les projets qui concernent les populations locales, certainement éloignées du centre de décision, dans l'arrière-pays, quel est le mécanisme qui vous permet de vous assurer que ces projets sont initiés, implémentés et arrivent à terme et que c'est peut-être satisfont les besoins des populations? Oui. Encore une fois, l'institution a vocation à être pertinente, efficace. Et nous, ce que l'on dit, c'est que le développement, c'est pour la population, c'est pour les bénéficiaires. Absolument. Bon, ayant dit cela, les mécanismes qui existent, d'abord, comme je l'ai dit, en tant qu'administrateur, nous avons aussi une responsabilité fiduciaire. Donc il est de notre intérêt de nous assurer que l'usage de financement va dans la bonne direction, mais au-delà même de la bonne direction, qu'elle atteint les bénéficiaires, et enfin, qu'elle a un impact. Absolument. Donc, nous allons même plus loin que la question même atteindre les bénéficiaires. On regarde aussi quel est l'impact, quels sont les impacts de ces projets. Et dans ce cadre-là, nous avons des instruments qui existent. Un instrument qui existe au sein du conseil d'administration qui a vocation à faire les études d'impact des programmes et opérations. Pas nécessairement l'ensemble, mais il y a un choix qui est fait, qui est discuté, tel type de projet, tel type de secteur, dans tel pays. Donc, il y a une mission d'impact qui est faite et puis qui est restituée directement au conseil d'administration pour considération, pour discussion, pour débat. Ensuite, dans le cycle naturel des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, la banque provisionne dans son cycle de projet des missions d'évaluation, de supervision, etc. pour s'assurer effectivement de la bonne mise en œuvre de ces programmes et de ces projets. Et en cas de difficulté, en cas de problématique, effectivement, il y a une restitution qui est faite vers les hautes instances de l'institution qui prennent attache à un degré ou à un autre avec les autorités du pays afin de signaler cette problématique et identifier les mesures de solutions. Il ne faut pas oublier que ce sont aussi des individus qui mettent en œuvre ces projets-là. Et quel est leur intérêt? Ils ont intérêt à ce que le projet fonctionne. Exact. Donc il y a un engagement de ce côté-là. Alors, sauf erreur ou omission, je regarde mes notes, la Banque mondiale est engagée dans 19 projets au Cameroun. Oui. En ce moment, pour environ 1552 milliards de francs CFA. Là, vous avez grandement applaudi tout à l'heure l'accord à l'unanimité des administrateurs. Quelles sont les priorités d'investissement, d'abord pour ces projets, mais aussi pour une somme aussi importante? Je crois que c'est sur 5 ans. Oui. Donc, en fait, ce que l'on va vraiment observer, c'est les problématiques qui existent au niveau du pays. Donc, on a parlé naturellement le secteur de l'énergie, le secteur du renforcement des capacités en particulier sur le développement humain, les secteurs liés au renforcement de l'investissement dans un secteur comme l'agriculture, mais aussi le renforcement
de la qualité, du fonctionnement aussi des institutions, afin qu'ils puissent apporter des services, de meilleurs services de proximité vis-à-vis des populations. Donc, de façon assez schématique ou résumée, c'est cette direction-là que cette stratégie a vocation à prendre. Alors, dans un récent rapport, la Banque mondiale a exprimé ses inquiétudes ou son insatisfaction concernant le rythme lent de la consommation des crédits qui sont mis à la disposition du Cameroun. Avez-vous identifié les facteurs fragilisant l'accélération de la mise en œuvre ou de la consommation de ces produits-là? Oui. Question importante, et c'est le point qu'on faisait un peu plus tôt dans l'échange. Et c'est l'échange aussi c'est le point que nous avons fait aussi avec les autorités lorsque nous avons rencontré. Tout le monde est conscient de l'importance de l'accélération de la consommation de ces crédits. C'est pour ça que je parlais de capacité d'absorption tout à l'heure. Donc on était en train de dire la même chose. Mais de ce point de vue-là, effectivement, un groupe de travail est aujourd'hui mis en place pour justement aider à identifier sur le plan technique ces goulots d'étranglement, voir quelles sont les problématiques. Est-ce que ce sont des problématiques justement immédiates d'opération ou qui peuvent être adressées? Parfois, ça peut être la non-performance de certains chefs de projet qu'il faut donc peut-être dont il faut renforcer les capacités ou qu'il faut tout simplement remercier. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais de l'autre côté, il faut voir surtout quel est le cycle de mise en œuvre, d'approbation des projets, ce qu'on appelle aussi dans notre jargon les avis de non-objection dans le cycle de projet, où se trouvent ces problématiques, ces lenteurs. Est-ce que c'est des questions qui sont d'ordre administratif, et donc comment réduire ces coûts-là sur la chaîne de décision? Est-ce que ce sont des avis qui reviennent justement avec des objections parce qu'il y a certains critères qui n'ont pas été rencontrés? Du coup, ce sont des questions de capacité. Et comment est-ce qu'on adresse ces capacités? Est-ce que c'est des personnes de plus qu'il faut mettre, des personnes qu'il faut changer? Est-ce que c'est une compétence particulière qu'il faut apporter parce que c'est un projet qui a une certaine technicité? Il faut apporter un consultant, il faut recruter d'autres. Donc, ou c'est, justement, comme je vous le dis, c'est une chaîne administrative dont il faut réduire éventuellement la longueur et la taille. Bon, ça, on va dire, c'est aussi bien du côté de l'administration publique donc, dans le pays, mais aussi de l'autre côté au niveau de la banque. Absolument. Nous, ce que l'on dit aussi, c'est pour ça que je disais, pour danser le tango, il faut être deux. Ce que nous disons lorsqu'on nous attire notre attention, sans nécessairement se cacher derrière son petit doigt ou bien ses responsabilités. On dit oui, il faut aider les pays à renforcer leur capacité d'absorption d'un côté, mais de l'autre côté, comment est-ce que l'institution elle-même, dans son modus operandi, elle peut trouver des formules de simplification dans les processus. Et lorsqu'on dit les questions de simplification dans les processus, on fait attention parce qu'on dit simplifier un processus ne signifie pas abaisser la qualité ou le standard. Absolument. Mais trouver des formules où on peut être plus efficace dans le dialogue avec le pays, dans les capacités à apporter, etc. Ensuite, nous, en tant qu'administrateurs, ce que l'on fait, dans le cadre du groupe Afrique 2, on a aussi, de façon très régulière, une communication vers l'ensemble de nos autorités où on attire l'attention sur la gestion du portefeuille des opérations dans les pays. Et où on met en exergue aussi certains pays qui ont une meilleure gestion, quand je dis meilleure gestion, de meilleurs résultats éventuellement dans justement l'absorption de ces crédits. Comment ils font? Donc on travaille pour aider aussi à créer ce qu'on peut appeler des plateformes ou des cadres où il y a des échanges d'expérience pour voir comment ou quel est le modèle utilisé par le pays lambda. Comparaison n'est pas raison, on ne peut pas tout copier et coller, il y a des réalités historiques, politiques, économiques, culturelles qu'il faut voir, mais comment est-ce que conceptuellement, est-ce qu'une expérience réussie dans un pays peut être éventuellement répliquée, traduite et mise en œuvre dans un autre pays. Donc ce sont des sujets qui sont assez complexes, au-delà même
la question même, qui est une question importante et je ne la minimise pas, c'est une question qui est importante parce que ce que nous on dit en tant qu'administrateur à la Banque mondiale pour nos pays, et ce qu'on dit aussi à nos pays, c'est, et ils le savent mieux que nous, il y a quand même une pression de réponse. Nous avons des populations qui sont très jeunes, où la nature, l'approche même du développement doit être vue de façon différente, avec plus de rapidité dans l'exécution. Et c'est en cela que nous on apprécie l'arrivée de ce président de la Banque mondiale, Adjei Banga, qui l'année dernière, lors de ses premières assemblées à Marrakech, lui-même disait qu'il fallait réduire justement les coûts de transaction, les règles, pas les règles, mais au moins accélérer la mise en œuvre afin de rechercher plus d'impact, notamment dans la constitution des projets jusqu'à leur approbation au conseil d'administration. Donc pour vous dire que c'est une réflexion qui est partagée des deux côtés. Ce sont les deux revers de la même médaille sur lesquels nous travaillons. Et quel reste encouru par le Cameroun si jamais le rythme restait identique ou n'atteignait pas son niveau souhaité? Donc, bon, je ne dirais pas qu'il y a un risque de rupture de... Non, je ne pense pas qu'on soit dans ce type de configuration et ce n'est pas nécessairement de cette manière dont fonctionne l'institution. Comme on a dit, c'est pour ça que lorsque je parlais du cadre de partenariat pays, dans le cadre de partenariat pays, la lettre P est importante. C'est un partenariat. Donc, il s'agit de voir aussi comment est-ce qu'on travaille ensemble et on coopère. La banque a vocation à aider les pays à soutenir leur agenda de développement. Je ne dirais pas qu'il y a un risque dans le sens où on peut le sous-entendre, mais c'est plutôt la capacité de mobilisation de nouveaux financements. Parce que si vous êtes efficace dans la mise en œuvre de vos projets, vous pouvez dire, bon, on a réussi tel projet, ça fonctionne bien, on a besoin de plus de ressources parce qu'on veut aller à l'échelle, on veut faire les choses différemment, etc. On vous écoute plus. Lorsque vous avez des difficultés dans l'exécution de vos projets existants, vous allez avoir besoin de déployer plus d'efforts pour convaincre vos partenaires, pour accroître les investissements dans vos pays. Parce qu'à la fin de la journée, encore une fois, c'est des questions fiduciaires. Si le conseil d'administration voit que bon, vous venez pour avoir des financements additionnels alors que vous avez un goulot d'étranglement qui n'est pas exécuté, c'est autant, c'est le coût d'opportunité. C'est autant qu'il ne va pas ailleurs. Donc, les institutions, je ne parle pas que de la Banque mondiale ici, mais vont être plutôt regardantes pour dire comment utiliser, déployer plus efficacement leur financement afin d'atteindre des impacts plus rapidement. Donc, je dirais que c'est de l'intérêt de tous que les projets fonctionnent, que la mise en œuvre, l'exécution soit renforcée et qu'elle puisse atteindre les populations et avoir l'impact que nous souhaitons. Alors la pauvreté reste un fléau important dans notre pays. Le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives pour lutter contre, des initiatives pour les couches défavorisées, à l'intention des jeunes. Êtes-vous satisfait de ces mécanismes-là? Ou alors, y a-t-il encore des efforts à fournir? Votre expertise auprès du gouvernement, vous vous dites? Alors, je dirais que c'est déjà important d'avoir ces programmes de lutte contre la pauvreté, les programmes de filets sociaux notamment. Je dirais que ce sont des programmes qui sont importants et qui ont effectivement des résultats. Est-ce qu'on peut faire plus pour adresser la problématique de l'extrême pauvreté? Je dirais que naturellement, je vous répondrai oui. Surtout qu'en sortant de la Covid, nous avons vu dans beaucoup de nos pays la pauvreté, ou même l'extrême pauvreté augmenter. Certains qui étaient sur la limite, sur le fil de l'eau, comme on dit, retomber soit dans la pauvreté ou dans l'extrême pauvreté. Donc, avoir des mécanismes type filets sociaux, je dirais que sont importants. Comment est-ce qu'on s'assure d'une plus grande efficacité de ces systèmes, mais aussi comment est-ce qu'on s'assure qu'on apporte des solutions dans l'agenda de développement, la coopération, qui sont aussi pourvoyeurs d'emplois durables, notamment pour les femmes
et pour les jeunes. Je dirais que donc c'est important d'intégrer la question de l'éradication de l'extrême pauvreté sur cet agenda de développement. Et du coup, comment est-ce que se tient l'économie, et je dirais même la transformation de l'économie, mais aussi soutenir la croissance. Nous avons tout un débat sur la croissance inclusive, mais c'est cela qui, à la fin de la journée, va être déterminante pour adresser de façon définitive la question de l'extrême pauvreté. Je voudrais développer un peu plus sur ce point parce que nous avons conduit une réforme qui est en cours d'ailleurs, qui s'appelle Evolution Roadmap. C'est l'agenda de l'évolution de la Banque mondiale. Un peu, c'est la question, elle n'a pas été écrite sur un papier pour une dissertation, mais bon, mais au moins sur le plan conceptuel, on se dit, bon, quelle Banque mondiale on veut pour les prochaines 50 années, donc les 5 prochaines décennies. En regardant la mission, la vision et la mission de la banque, jusque-là, la question de l'éradication de l'extrême pauvreté est au cœur de l'agenda. C'est le premier pilier. Absolument. La prospérité partagée, donc question d'inclusion, les questions de prospérité justement sont importantes. Et la troisième dimension qui a été ajoutée dans le cadre de cette réforme de Evolution Roadmap, c'est une planète vivable ou habitable, livable planet. Du coup, l'agenda, la question du climat. Mais si vous regardez sur ces 3 pôles, c'est la question du développement de l'humain. C'est l'accès aux services de l'humain, sortir de la pauvreté, croître, mais aussi dans un environnement qui permette l'épanouissement de tous. Donc pour nous, c'est un agenda qui est important, qui est fondamental. Et je terminerai sur ce point, sur la question de l'extrême pauvreté, au-delà de ces ressources. Dans le cadre de la banque, il existe un mécanisme qui soutient le financement de nos pays, qu'on appelle l'IDA, qui est reconduit tous les 3 ans, recapitalisé, reconstitué tous les 3 ans. Et dans le cadre de cet instrument, il y a un agenda qui s'appelle, je le dis en anglais, Job and Economic Transformation. Donc l'emploi et la transformation économique. Donc cet instrument a vocation justement à aider les pays sur ces questions liées à l'emploi et la diversification de l'économie pour soutenir la question de l'emploi et de l'emploi durable. Donc nous utilisons tous les mécanismes possibles, même dans les programmes et projets. Lorsque nous évaluons, nous discutons les projets au conseil d'administration, un des éléments aussi que nous regardons, c'est effectivement combien d'emplois sont créés, et que ce soit des emplois définitifs ou des emplois dans la mise en œuvre de ce projet. Donc c'est un élément qui reste important et fondamental. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle un cadre, un scorecard, qui permet aussi de mesurer les indicateurs dans la mise en œuvre de ces projets, mais plutôt à l'échelle de l'institution. D'accord. En parlant du financement ou je vais dire du secteur privé, notamment du financement des entreprises et singulièrement celui des petites et moyennes entreprises, dont on sait, les statistiques le montrent au Cameroun, que bon nombre d'entre elles ont une moyenne de vie de 5 ans du fait de la structuration de l'économie qui ne leur permet pas forcément de résister aux pesanteurs, aux défis. Dans ce cadre-là, quels sont les moyens d'encadrement, d'accompagnement, de soutien de la Banque mondiale à l'intention de ce secteur privé? Je précise, vous le savez certainement, qu'au Cameroun, on a dû, ou du moins le patronat a dû se mettre ensemble, les grandes et les petites et moyennes entreprises, les GCAM désormais, pour qu'ils s'est peut-être mieux encadrer ces structures-là. Oui. Alors justement, donc, on verra le GCAM certainement demain dans notre programme. Ce qui est important sur ce point, sur les petites et moyennes entreprises, pour nous, en tout cas en tant qu'administrateur africain, c'est un agenda qui est fondamental. Et effectivement, on apprécie effectivement le fait que cette durée de vie des petites et moyennes entreprises est un problème important. Comment est-ce qu'on essaie de régler ça? Bon, peut-être sur le plan
méthodologique pour vous répondre, je dirais d'abord que le but aussi de ma visite ici à Douala, c'est d'avoir l'opportunité d'avoir cet engagement avec le secteur privé afin de vraiment mieux apprécier leurs enjeux, leurs problématiques et voir comment est-ce qu'on peut travailler plus, mieux, efficacement avec nos collègues de la SFI qui, je veux souligner vraiment le travail qu'ils font dans l'ensemble de nos pays, sur l'Afrique. Vraiment, les équipes sont extrêmement présentes, extrêmement dévouées à soutenir cet agenda. La question du financement des petites et moyennes entreprises, c'est un sujet pour lequel on doit faire plus en termes d'identification certainement ou d'adaptation de nos instruments. Ça, c'est des discussions aussi qu'on a dans les réflexions, dans l'agenda des réformes. Et c'est pour ça que je veux déjà avoir cette opportunité pour discuter avec le secteur privé demain, afin de pouvoir m'avancer plus sur quel type d'instrument on peut identifier. Mais je sais déjà que bon, il y a des mécanismes qui existent déjà, type apporter des lignes de financement dans les banques, créer des lignes de crédit qui sont les lignes de crédit revolving, qui permettent d'apporter justement déjà un investissement pour amener ces petites et moyennes entreprises à croître. Dans certains cas, c'est aussi apporter une expertise technique pour un secteur, notamment. Récemment, il y a déjà quelques mois, on avait approuvé un financement pour petites et moyennes entreprises, mais surtout pour soutenir les start-up dans un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest, où donc, cette plateforme va apporter directement un financement qu'on appelle un financement equity, donc participation dans le capital de ces startups, et qui permettra justement d'apporter la qualité, les méthodologies, mais aussi la croissance et puis même le partage des risques dans une certaine mesure pour certaines de ces compagnies-là. Donc ça, c'est un élément où on trouve qu'il y a des potentiels de croissance. Mais est-ce que nous faisons assez ? Je dois dire que nous pouvons faire encore plus, nous pouvons encore faire mieux. Mais il faut qu'on discute aussi pour voir quel est l'état de l'art, de l'environnement, l'environnement des affaires, comment fonctionnent les autres structures qui apportent des financements à ces petites et moyennes entreprises. Par exemple, quel est le rôle des banques, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment est-ce qu'on peut créer plus de synergie avec elles, mais aussi, enfin, je dirais, comment tirer profit de la technologie, comment mobiliser des financements par la technologie, mobiliser ce qu'on appelle le capital risque, les venture capital. Est-ce que dans le pays, je le dis, je réfléchis tout haut, je ne peux pas venir avec une idée préconçue en disant voilà ce que vous devez faire, mais est-ce qu'il y a une appétence des investisseurs, soit dans le pays ou en Afrique, pour mettre en place des fonds, peut-être que ça existe, je ne le sais pas, pour justement amener la croissance pour ces petites et moyennes entreprises. Ensuite, quelles sont les capacités qui existent? Où se trouvent? Parce qu'on a une étude qui permet de dire, bon, au bout de 5 ans, ces petites et moyennes entreprises, bon, elles arrivent à la fin de leur durée de vie, on va dire, malheureusement. Quelles sont les contraintes qui amènent à cette situation? Absolument. Et éventuellement, si on arrive à avoir ces types d'évaluation, on peut justement dire, bon, où est-ce qu'il faut commencer à adresser la problématique pour amener ces structures à croître. Parce que je pense que c'est là où se trouve une bonne partie du levier de croissance actuel, mais aussi futur. Parlons de gouvernance. Oui. Le Cameroun est classé 140e pays sur 180, selon l'indice de perception de la corruption, assez souvent publié par Transparency International. Ça, c'est l'indice de 2023. Oui. Alors, vous déjà, en tant que partenaire du Cameroun, quelle appréciation vous en faites? Vous dites un pays à risque, vous dites un pays où l'investissement n'est pas forcément sécurisé, où la garantie de l'affectation des ressources au projet défini n'est pas certaine. Vous, la Banque mondiale, quelle appréciation faites-vous de ce classement? Oui. En tant qu'administrateur du Cameroun,
à la Banque mondiale. Je ne vais pas nécessairement commenter les rapports d'autres structures comme Transparency, mais effectivement, bon, vous avez les chiffres. Au sein de l'institution, ce que nous faisons pour soutenir le renforcement des questions de gouvernance, comme vous l'avez mentionné, il y a un instrument qui s'appelle le CPIA. C'est un instrument qui permet d'évaluer les politiques publiques et les institutions et les politiques publiques de nos pays. Et c'est sur la base de 16 indicateurs qui traitent du cadre macroéconomique, de la gouvernance, des questions sur le secteur privé notamment. Et ce rapport vient avec une note et un classement. Mais cette note est importante, pourquoi? Parce que elle détermine l'allocation de base des ressources d'un pays. Absolument. Donc, ce qui signifie que si vous avez un bon indicateur sur ce CPIA, très probablement, c'est même mécanique parce que c'est une formule mathématique, donc mécaniquement, votre capacité à avoir une allocation de base va augmenter. Donc, ce sont ces types d'indicateurs que nous utilisons en interne pour inciter nos pays dans l'amélioration de la qualité, de la capacité, de la gouvernance de nos institutions et de nos institutions publiques. C'est un sujet qui est important et qui sous-tend encore une fois la mobilisation des ressources de nos pays. Ensuite, peut-être je voudrais avancer sur un point que vous avez mentionné ou un mot que vous avez utilisé. La question de la perception. Absolument. Il y a une différence entre une perception et une réalité. Et il y a un débat aujourd'hui qui existe, en tout cas chez beaucoup d'économistes africains qui regardent aussi la capacité ou la mobilisation des ressources par nos pays, où vous voyez qu'effectivement, dans beaucoup de cas, je dirais presque à compétence égale, un pays africain pâtira plus d'un risque de perception qu'un autre non-africain. Bon, il ne s'agit pas de faire Ça aurait été ça ma prochaine question. Il ne s'agit pas de crier au... Il ne s'agit pas de crier au... dire qu'il y a moins de corruption qu'on ne le croit, ou alors... Bon, je ne suis pas en mesure de le dire ainsi, mais ce que je voulais mettre en relief, c'est cette dimension de la perception. Absolument. Et cette dimension de la perception met la pression, je veux dire, aux surenchéries dans beaucoup de cas, la capacité aussi des pays à mobiliser des ressources sur certains marchés des capitaux. J'ai bien sur certains marchés des capitaux, pas nécessairement tous, mais il y a un coût quand même de la perception. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Cameroun a quand même été une fois ou deux déjà champion du monde en termes de classement. Vous ne voulez pas le commenter, Mercedes, ça a été le cas chez Transparency International dans les années 90, au milieu des années 90. Bon, vous savez, dans les années 90, je devais être à l'école primaire. Voilà qui est dit. Alors, cela dit, vos partenaires du gouvernement, que vous disent-ils dans les mesures prises, dans les stratégies mises en place contre la corruption pour la bonne gouvernance, il faut le dire autrement? Est-ce que ces arguments vous convainquent-ils? Bon, dans ma position, je n'ai pas à être convaincu. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on met en place des mécanismes pour aider le renforcement des capacités, de la qualité et autres. Bon, il existe des instruments, effectivement, qui sont là, notamment des instruments même dans la mise en œuvre de certains projets. Il existe un instrument qu'on appelle P4R, c'est-à-dire Performance for Result. Donc c'est une forme de gestion axée sur les résultats dans la structuration, la mise en œuvre des projets qui incite justement les pays à chercher plus de qualité dans le cycle de projet, dans la mise en œuvre. Donc la discussion, l'idée c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce type d'instrument pour, de façon presque intuitive, amener à
renforcer la qualité de la gouvernance dans un sous-secteur ou dans un secteur. Et vous avez beaucoup de pays qui utilisent ce type d'instruments et qui leur permettent justement de réformer complètement certains secteurs et justement de positionner ces secteurs pour attirer des financements publics par les banques de développement additionnelles ou du coup rassurer les investisseurs privés et du coup réduire cette question de perception, vous voyez on ne l'occulte pas, de cette question de perception par l'investissement privé. Donc il s'agit plutôt de voir comment est-ce qu'on développe le dialogue. Si vous venez, la banque n'a pas vocation à venir être donneur de leçons. Même au conseil d'administration, nous avons parfois des débats assez intenses sur la gouvernance, sur l'importance de soutenir, de renforcer les gouvernances dans nos pays. Je vous ai parlé des trois dimensions, l'extrême pauvreté, la prospérité partagée et la planète vivable. Mais la deuxième dimension, la prospérité partagée, c'est la croissance inclusive, etc. Mais c'est la lutte contre les inégalités. Donc c'est toutes les questions aussi qui tendent et sous-tendent les questions de gouvernance, des renforcements des capacités institutionnelles, etc. Donc, ce n'est pas un sujet qui est occulté, mais il faut regarder ça sous l'angle de l'efficacité des institutions et de l'inclusion, justement. Et enfin, le point que vous avez fait tout à l'heure sur comment est-ce qu'on s'assure que les projets arrivent vers les bénéficiaires. Absolument. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'il s'agit. C'est à l'aune de tout cet ensemble-là, je dirais qu'il faut adresser ces questions-là. Alors pour rester sur les questions de gouvernance, peut-être pour en sortir, m'inspirant de votre réponse sur vos instruments, oui. Quels sont les indices pour le Cameroun en termes qui secteur de classement ou en termes d'appréciation sur les questions de gouvernance? On n'a pas nécessairement un indice sur la gouvernance comme je l'ai mentionné de cette façon, mais il y a cet instrument qu'on appelle le CPIA, donc qui permet justement de mesurer pas la gouvernance per se comme on dit, mais plutôt la performance des institutions publiques. Donc je n'ai pas exactement le classement, donc je ne vais pas vous dire comme Transparency exactement sur combien, mais le Cameroun ne se trouve pas en mauvaise position. Donc, oui. Alors, pour vous, quelles sont les perspectives dans les réformes mises en place, toujours sur ces questions de gouvernance? Êtes-vous optimiste? Êtes-vous convaincu que les efforts qui sont faits vont peut-être amoindrir l'impact négatif de la corruption, ou alors vous observez? Peut-être je vais vous demander de reformuler la question. Simplement pour dire, dans la perspective sur les mesures prises par le gouvernement pour de meilleure gouvernance, pour une meilleure gouvernance dans ces projets contre la corruption, est-ce que vous êtes optimiste? Non, je reste optimiste parce que il y a des mesures aussi qui sont prises, ou qui sont en train d'être prises. Par exemple, cet instrument dont je vous parle, le P4R, c'est un instrument qui a justement vocation à améliorer la qualité dans un secteur en particulier, le secteur de l'énergie. Donc s'il est bien utilisé et puis qu'il est réutilisé sur d'autres programmes des projets, je dirais que c'est un type d'instrument qui va conduire véritablement à une meilleure qualité dans ce secteur. Donc, je dirais que, c'est pour ça tout à l'heure je disais de façon intuitive. Donc, ces instruments vont permettre d'améliorer la qualité et la gouvernance dans les secteurs. Ensuite, il y a certainement des effets d'entraînement, notamment des externalités positives. Encore une fois, le projet d'énergie de Nachtigal, que l'on voit, ces externalités positives qui sont en train d'arriver, et même l'architecture qui a été mise en place où on amène l'ensemble des démembrements du groupe de la Banque mondiale, MIGA par les garanties, IFC par les investissements, soit par le equity ou autre, et les contributions par la Banque mondiale, donc par la SFI, montrent que
une bonne gouvernance sur ces grands projets-là sont facteurs de succès, d'impact, mais d'attractivité pour d'autres investisseurs, en particulier des investisseurs privés. Aujourd'hui, quand on discute des projets de l'énergie, la prochaine phase, c'est quoi? C'est Kikot, notamment, sur lequel il y a un intérêt, mais aussi créer ou renforcer des power pools, donc des pools d'énergie régionaux. Mais ça, tout le monde est conscient qu'il faut une gouvernance qui soit à l'échelle de ces ambitions. Donc, ces externalités vont venir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui ne se décrètent pas. Absolument. Il faut créer les conditions, l'environnement nécessaire qui permettent justement l'arrivée des meilleures conditions, de meilleure qualité et donc du coup de meilleure gouvernance. Et quand on voit la bonne gouvernance sur l'Achtigal, naturellement, ça va conduire par effet d'entraînement d'autres externalités positivement. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que le Cameroun a récemment été suspendu de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives jusqu'à la prochaine validation, jusqu'aux prochaines assises de l'instance qui apprécie. Est-ce que cette suspension-là a, de votre côté, une appréciation, j'ai failli dire, du coin de l'œil? Vous vous dites que les efforts qui sont faits ne sont peut-être pas encore à la hauteur des attentes des institutions internationales et qu'il faut davantage encadrer. C'est un sujet qui est important. J'ai dans mon groupe beaucoup de pays qui ont des relations et aussi des difficultés. Dans le cadre de EITI, certains sont suspendus, d'autres reviennent. En ce qui concerne le Cameroun, donc ce n'est pas un sujet que j'ai discuté particulièrement avec les autorités, mais le point que vous faites, il est important. La gouvernance dans le secteur minier, on estime effectivement que c'est un sujet qui est fondamental. Dans beaucoup de pays, une gestion sous-optimale, je vais utiliser un autre terme, dans le secteur minier est une source souvent de fragilité, de conflits, etc. Donc il est important effectivement d'avoir un cadre qui soit quand même suffisamment robuste, transparent, qui permette, encore une fois, de créer, renforcer la confiance et réduire ces questions de perception. Ensuite, en ce qui concerne le EITI, donc sur le Cameroun, je n'ai pas nécessairement l'ensemble des détails, mais ayant dans mes fonctions, peut-être même des fonctions anciennes, eu à suivre ou à travailler sur des sujets de cette nature où les pays sont suspendus, les recommandations que nous faisons, c'est que nos pays travaillent avec notamment la partie de la Banque mondiale pour aider à identifier les gaps, les failles qui ont eu lieu et identifier qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, si ce sont des questions de capacité, si des questions institutionnelles qu'il faut adresser afin de rapprocher aussi les deux parties. C'est des questions aussi qui touchent au standard international. D'accord. Au standard international. Donc je pense que c'est important de voir, tout en respectant les souverainetés des pays. Nous, ce qu'on fait en général, c'est on se rapproche des pays si il y a un besoin qui est exprimé pour voir comment est-ce qu'on peut rapprocher l'institution, donc la Banque mondiale par exemple, avec ses produits, de la connaissance, son expertise. La Banque a une très grande expertise sur la gouvernance, en particulier dans le secteur minier sur certains de nos pays. Donc elle est toujours très disponible à apporter justement cet appui parce que c'est un sujet qui est important. Et encore une fois, ça touche même, je dirais cette fois-ci, aux trois dimensions dont on a parlé. À la question de la pauvreté, à la question de la prospérité, l'inclusion, l'inégalité, mais aussi à la question de la planète, parce que c'est aussi des questions de gestion des ressources naturelles. Absolument. Donc pour nous, c'est un sujet qui est important. L'expertise du Cameroun en matière de production, distribution du pétrole, elle est certaine. Oui. Par contre, sur les industries extractives, on l'a dit, le pays se met progressivement dans le schéma des pays
qui exploite ces ressources, qui met à la disposition des acheteurs. Est-ce que le cadre actuel vous satisfait-il pour ces industries, l'exploitation des mines, des richesses, des minéraux au Cameroun? Est-ce que vous êtes rassuré dans le dispositif pays Cameroun? Je dois vous avouer que je n'ai pas regardé les questions pétrolières dans l'ensemble du détail, mais ce qu'il faut voir, vous avez mentionné la question de la suspension des industries extractives. Je pense que c'est quelque part crise-opportunité. C'est l'opportunité de regarder effectivement comment est-ce que les choses se passent et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer l'efficacité. J'ai pas nécessairement, sur ce point, je dois vous avouer, je n'ai pas nécessairement en mesure de vous apporter une réponse complète et holistique. Donc, alors vous savez que le Cameroun est par exemple, ou du moins, un certain nombre d'acteurs sont concernés par une affaire qui a fait scandale en Angleterre, notamment l'affaire Glencore, oui, dans la gestion de ces industries-là. Cette affaire vous donne un regard craintif vis-à-vis des institutions camerounaises qui sont en relation avec le pétrole, le gaz, les minerais, puisque c'est les secteurs impliqués, ou au-delà. À la Banque mondiale, vous suivez de près cette affaire-là, ce dossier-là? Non, je suis effectivement, j'ai suivi effectivement les développements avec Glencore. L'analyse que je fais sur ces sujets, différents ordres. Tout d'abord, la marge, la capacité de négociation de nos pays avec certains grands acteurs, notamment dans le secteur privé. Comment est-ce qu'on négocie nos contrats? Comment est-ce qu'on mesure les questions du risque, en particulier le risque opérationnel, le risque juridique? Quand je vois beaucoup de cas de cette nature dans beaucoup de pays de notre groupe. Donc, je dirais qu'il y a une question qu'on doit regarder de façon holistique, mais aussi plus systémique sur les questions capacité, gouvernance, négociation de contrats, etc. Bon, ça, je vous apporte une réponse un peu technique ou techniciste, comme me l'a dit quelqu'un il y a 2-3 jours. Mais ensuite, il y a la question, je dirais, un peu plus stratégique sur les besoins que nous avons à identifier ou à mobiliser des ressources rapidement pour adresser soit des situations d'urgence ou adresser des questions de développement à moyen terme. Et c'est là où souvent on peut se retrouver peut-être dos au mur ou avoir à négocier certains contrats qui peuvent paraître soit léoniens ou pas de votre meilleur intérêt à moyen ou à long terme. Peut-être sur le court terme, ça peut répondre à votre problème, mais ensuite, comment on s'assure? Et c'est pour ça que je parlais de la question tout à l'heure du coût de la perception sur l'accès au financement. Si nos pays vont vers certaines compagnies dans le secteur privé pour avoir donc certainement de l'avance pour adresser des problématiques, je ne pense pas qu'ils le fassent par facilité ou de gaieté de cœur. Souvent, c'est qu'ils ont aussi épuisé un certain nombre d'options dans le financement. Et c'est pour ça que nous, au niveau de la banque, le travail que l'on fait, j'ai parlé de cet instrument qu'on appelle l'IDA. Nous sommes dans la phase de reconstitution de cet instrument. Il a été porté à 93 milliards pour les 3 dernières années qui s'achèvent, mais on est en train de travailler pour mobiliser plus de ressources, car ça permettra à nos pays d'accéder justement à ce qu'on appelle les financements concessionnels, donc du coup abordables ou peu chers, donc à des taux d'intérêt vraiment très faibles, mais aussi sur un temps beaucoup plus long. Alors ce qui devrait
réduire aussi ce type, je dirais, de situation. Mais ce n'est pas un épiphénomène, d'une part, et ce n'est pas que le Cameroun qui est affecté par ce type de problème. Parce que ensuite, lorsque la gestion devient complexe, ça affecte vos indicateurs de performance, affecte vos cadres macroéconomiques, pour parler en termes économiques, mais aussi ça affecte aussi votre crédit. Et du coup, dans certaines situations, ça vous met dans des situations d'endettement ou de surendettement. Absolument. Or, la négociation sur l'endettement, elle est fondamentale pour nos pays aujourd'hui, parce que vous avez deux catégories, même trois. Vous avez les institutions publiques de développement, Banque mondiale, Banque africaine, etc., les banques de développement multilatérales ou les institutions bilatérales, qui sont sur le public, avec lesquelles éventuellement il existe des plateformes pour négocier. Dans certains cas où c'est des négociations bilatéraux, il y a aussi un cadre bilatéral parfois qui peut être fait. Les négociations souvent sont un peu plus difficiles, mais ces cadres existent. La difficulté, c'est comment est-ce que vous négociez votre dette dans la partie privée, avec des investisseurs privés ou des compagnies privées. Souvent, les capacités de négociation ou les marges de négociation sont beaucoup plus limitées. Parce que ces institutions, ces structures ont aussi leur propre structure de gouvernance, leur conseil d'administration. Ils doivent montrer qu'ils font des bénéfices, etc., etc. Donc, l'approche sur le financement ou le prêt n'est plus du tout le même. Absolument. Alors, l'un des éléments d'insatisfaction en général, lorsqu'on regarde les différents rapports sur ces questions de gouvernance qui nous viennent, c'est le rôle de la société civile. On la sent très peu présente, pas toujours au fait des projets, des financements, des mécanismes mis en place. Est-ce qu'à votre niveau, il y a des stratégies pour davantage mobiliser cette société civile pour qu'elle joue son rôle, qui c'est peut-être d'observateur averti, mais aussi de policiers auprès des pouvoirs publics? Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par policier, mais je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Dans le rôle des sociétés civiles, c'est un rôle qui est important. Quand on disait le développement, c'est pour la population. La société civile, c'est les citoyens, c'est nous tous, c'est vous et moi. Donc, lorsque nous travaillons sur nos agendas de développement, il y a aussi un élément sur lequel nous insistons en disant do not harm. Donc, ne faites pas du mal, si on peut traduire ça sous cette forme en français. Mais le rôle des sociétés civiles aussi est important, justement sur la performance des projets dont on parle. Vous avez parlé si on avait des mécanismes, des indicateurs qui permettaient de voir si le projet arrivait à son bénéficiaire ou pas. Ensuite, le rôle des sociétés civiles est important, notamment, c'est pour ça que j'ai insisté sur le terme do not harm. Parfois, il y a des situations où dans la gouvernance du projet, parfois certaines parties prenantes, un concept, prenant un cadre théorique et un projet d'une route, il y a des personnes qu'il faut déplacer. Comment est-ce que cela se fait? Bon, la banque a un cadre qu'on appelle le cadre environnemental et social qui existe, donc ce sont des règles très précises, très claires de mise en œuvre, mais lorsque le projet ne respecte pas ce cadre-là, effectivement, les sociétés civiles, dans la plupart des cas, s'approprient cette problématique. Ils informent les parties prenantes du groupe, la Banque mondiale. Il y a un chemin très précis qui permettent d'identifier ces problématiques sur la reddition des comptes, donc la accountability, etc. Donc ça, c'est un élément qui est important. Deuxièmement, la banque, dans la structuration de ces projets, et nous-mêmes, souvent ce sont des questions que l'on pose aux responsables de la banque lorsqu'ils présentent leur dossier au conseil d'administration, c'est
dans quelle mesure est-ce que le projet a fait l'objet d'une consultation la plus large possible par les parties prenantes dans les pays. Donc les citoyens, les sociétés civiles, etc. Donc ce processus aussi, il existe, dans lequel il y a cette consultation qui se fait donc en amont de la structuration du projet, en aval dans la mise en œuvre et, le cas échéant, ce qu'on ne souhaite pas, si le projet sort ou n'adresse pas suffisamment les cadres environnementaux, ou s'il y a des questions de reddition de comptes, de grievance, comme on dit en anglais, où il faut effectivement identifier les mesures à prendre pour y remédier. Encore une fois, on dit le développement, c'est pour la population. Mais à l'intérieur de cela, très régulièrement, nos bureaux sont ouverts à discuter avec les citoyens, avec les sociétés civiles. Nous sommes saisis très régulièrement par les associations, par les ONG, dans le cadre d'un certain nombre de programmes et de projets, et donc nous y répondons. De l'autre côté, il existe une plateforme d'engagement entre les administrateurs, mais aussi la Banque mondiale, et quand on dit la Banque mondiale, c'est le groupe, hein, donc c'est IFC et autres, donc parfois c'est juste une facilité, rapidité de langage. Donc vous avez une plateforme avec les administrateurs, nous échangeons très régulièrement, au moins, je dis bien au moins, de façon quasi institutionnalisée, 2 fois par an, pendant les assemblées de printemps et les assemblées annuelles. Donc nous en avons, moi j'ai participé à celle organisée l'année dernière, ici en avril, en octobre à Marrakech, cette fois-ci même à Washington au mois d'avril. Donc c'est un engagement qui existe de façon régulière. Et enfin, il existe des mécanismes qui dépendent encore une fois du conseil d'administration. Tout à l'heure j'ai parlé, comme la question c'était sur l'impact, cet instrument qui évalue l'impact, donc le département d'évaluation indépendant de la banque, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le panel d'inspection qui aussi regarde les problématiques où il y a des problèmes où éventuellement le cadre environnemental et social n'a pas été respecté. Et souvent, cela se fait avec les sociétés civiles. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a vraiment aucune dichotomie. Et la banque vraiment reste extrêmement ouverte pour travailler avec les sociétés civiles. Donc, vraiment, ce n'est pas un sujet. De façon triviale, économie et politique vont ensemble. Oui. Vous le savez, le Cameroun est à sensiblement 14 mois de l'élection présidentielle de 2025, si le calendrier est respecté. En tant que Banque mondiale, avez-vous des craintes sur le respect du calendrier? Le débat intérieur, du moins sur le plan de la politique intérieure, concerne également, si vous voulez là, mais davantage, je voudrais avoir votre appréciation d'un certain nombre de partis politiques, notamment de l'opposition, qui expriment une forme de méfiance vis-à-vis du système électoral, qui sont également méfiants au regard de la restriction des libertés, liberté de manifestation, souvent liberté d'expression, à l'endroit, y compris aussi des hommes de médias dans certains cas. Vous dites à la Banque mondiale, vous gardez de l'espoir, ou alors vous partagez cette méfiance-là? Bon, je n'ai pas vocation à m'insérer dans les débats politiques nationaux, ne serait-ce que par la nature de mes fonctions d'administrateur pour le Cameroun. Mon rôle, c'est plutôt d'essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir, en mes capacités, de renforcer le dialogue, la coopération entre le Cameroun et le groupe de la Banque mondiale. Ensuite, imaginons que j'ai cette possibilité de m'insérer. D'accord. Représentant 23 pays, vous imaginez tout de suite du degré de complexité et de complexité et même de contradiction dans lequel je me retrouverai. Donc, ce n'est d'une manière, sur le principe et même sur les questions pratiques, ce n'est pas du tout mon rôle et ma mission. Par contre, ce qui est important, et c'est un sujet sur lequel nous on travaille au sein de la banque, c'est véritablement tous les agendas sur le développement durable. Il y a un agenda ou une stratégie de la banque sur la fragilité,
Donc où on regarde effectivement les questions dans lesquelles les pays se trouvent pour les aider à adresser des questions de fragilité, du coup, entre guillemets, de paix et de sécurité. C'est pas pour utiliser un terme que vous avez utilisé dans une question précédente, ce n'est pas le rôle pour faire la police, ce n'est pas du tout la mission de la Banque mondiale. Et d'ailleurs, tout le travail même qu'on fait au Conseil, c'est de nous assurer qu'on n'amène pas la politique au sein du conseil d'administration. Vous imaginez, vous amenez la politique nationale, vous multipliez ça par la politique régionale et vous multipliez ça par la géopolitique mondiale, comment fonctionnerait le conseil? Autrement, les problématiques politiques des pays n'ont pas d'influence sur les décisions du conseil? Non. Je ne dirais pas ça dans ce sens. Les politiques publiques, oui. Et questions de gouvernance dont vous avez parlé, avec les indicateurs dont nous parlons, effectivement, sont importantes. Donc, naturellement, nous ne fonctionnons pas dans un laboratoire sous vide, dans un vase clos. Effectivement, il faut aussi analyser la réalité économique, la réalité politique d'un pays. L'institution travaille, la Banque mondiale, travaille avec l'institution nationale. Donc, les évolutions politiques ont un effet sur le dialogue, naturellement, en fonction des acteurs. Là, je le dis de façon plus large, au-delà du Cameroun. Ils ont aussi un élément sur la qualité du dialogue, sur les types d'instruments, les types de portefeuilles qui sont mis en place dans le cadre de ce dialogue. Donc, la dimension politique a ses conséquences sur le dialogue, et naturellement sur les questions économiques. Donc, dire que la question politique n'intéresse pas l'institution, non. Par contre, est-ce que l'institution a vocation à intervenir dans le politique? Non. Absolument. Donc, c'est ce point que je voulais. Il y a d'autres institutions internationales qui ont vocation à travailler avec les pays sur les questions de politique et de politique intérieure. Ce n'est pas notre rôle. Absolument. Alors, cela dit, le projet du bus Rapid Transit, oui. Vous êtes très impliqué. Oui. Il a pris peut-être 2 ans de retard, on le sait. Vous êtes prêt depuis 2022. Il y a que récemment que le gouvernement, le président de la République a signé un décret qui permet au gouvernement de se déployer là-dessus. Le projet concerne la ville de Douala. Pour vous, quels sont les enjeux? Bon, c'est un projet que j'aurai le plaisir aussi de discuter, même de voir pendant mon séjour ici à Douala. Les enjeux, je dirais que c'est même presque un résumé de tout ce que nous avons discuté jusque-là. C'est-à-dire, bon, déjà, vous avez dit retard, donc mise en œuvre et l'exécution, comment faire mieux, notamment dans la réduction des contraintes qui peuvent être des contraintes dans le processus de décision, dans le processus de l'administration, mais cela encore, il faut, venant de l'extérieur, je ne me sens pas en position de dire à quelque pays que ce soit, voici ce que vous devez faire. Ce serait d'une prétention, d'une arrogance qui existait dans le passé et que je ne souhaite pas qu'on retrouve. Mais la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on améliore la performance dans tous ces processus. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, je dirais que le BRT, les enjeux, c'est le transport collectif. D'autre part, je dirais même le transport décarboné, accessible aussi pour tous. Mais ce qui touche aussi à d'autres dimensions. D'une part, les équipements, la maintenance et du coup la durabilité. Encore une fois, je dirais, tout comme dans le domaine de l'énergie, l'accessibilité, l'affordability. Je dirais même la question d'inclusion, notamment dans l'utilisation par les femmes, par les jeunes, par les personnes vulnérables sur le plan physique.
comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce que ce projet est réalisé. Mais si on veut porter le sujet aussi à l'échelle, il y a deux autres dimensions. Une dimension, c'est quelle politique de transport public nous mettons en place dans un environnement où on a une augmentation, une poussée dans beaucoup de nos pays de la démographie, d'une part, et de l'autre côté, quel type de structure, de politique de transport public on met en place. Donc c'est pour ça que l'agenda climatique est important, mais du coup, permettre transport collectif, réduire les émissions de carbone, la pollution, et ça, ce n'est même pas une pollution, ça reste de la pollution globale, mais même c'est la santé publique. Absolument. Parce que là, du coup, ça vous affecte directement le fait d'une pollution, de la pollution urbaine. Ça aussi, c'est un autre enjeu. Donc, politique de transport public et politique d'urbanisation. Et là encore, ce sont des sujets qui sont importants parce que si mes chiffres sont bons, on me dit que à l'horizon 2030, 70% de la population camerounaise sera en zone urbaine. Exact. Donc, cet enjeu de BRT, il est fondamental, parce que son succès, tout comme Nachtigal, je reviens encore dessus de façon subliminale, son succès peut soutenir le développement et la mise à l'échelle d'autres infrastructures, d'autres programmes de transport public à l'échelle des autres grandes villes du pays, pourquoi pas même une extension dans la ville de Douala. Mais n'ayant pas encore visité ce projet, n'ayant pas encore discuté directement avec les acteurs, je ne suis pas en mesure de vous en dire plus, mais en tout cas sur les questions des enjeux, ce sont ces sujets-là que je verrai. Ce sera la dernière question. Croyez-moi, ce n'est pas une colle. À la Banque mondiale, dans quelle catégorie classez-vous le Cameroun? Pays à risque? Moi je ne viens pas avec une liste en disant bon, du plus risqué au moins risqué ou inversement. Ce qui est important pour nous, c'est d'une part l'impact, donc du coup les résultats, la mise en œuvre, la qualité du dialogue, les opportunités qui existent pour renforcer la qualité dans la mise en œuvre et pourquoi pas, je dirais dans une dernière mesure, la capacité des deux parties à créer des solutions qui peuvent être des solutions innovantes. Absolument. Et du coup adresser de l'impact. C'est pour ça que votre question sur les petites et moyennes entreprises, pour moi c'est un sujet qui est important parce que il faut qu'on trouve des formules pour faire preuve d'innovation. Donc Cameroun classé comme un pays à risque, je suis très à l'aise pour vous dire définitivement non. On aurait pu parler de bien d'autres sujets, les questions de chômage, d'investissement, oui, de développement. On aura certainement d'autres occasions. Si vous me réinvitez, je suis disponible pour passer 90 minutes de plus pour discuter de ces questions-là. Sincèrement, merci. Merci beaucoup. Abdoul Salam Bello est l'administrateur du groupe de la Banque mondiale, groupe Afrique 2. Il était l'invité de cette édition de l'entretien. On espère vous avoir certainement apporté un certain nombre de réponses sur les relations Banque mondiale Cameroun. Du moins, c'est tout le mal qu'on vous souhaite à la fin de cet entretien qu'on vient d'avoir. Bonsoir, merci et à jeudi prochain pour une autre édition d'entretien avec.